Donc ce que je propose aujourd'hui de vous présenter, c'est une réflexion à partir de ce travail d'Agrimonterra sur les relations entre villes, système alimentaire et régime alimentaire dans les scénarios de la prospective Agrimonterra. Donc je vous présenterai une partie des scénarios, mais c'est aussi une manière de revenir, de faire une relecture de ces scénarios à l'aune de ces questions d'urbanisation, de transformation des régimes alimentaires et de relations ville-campagne. Donc à l'horizon 2050. Donc d'abord, alors je vais faire une présentation en gros en 4 temps. D'abord, je vais vous présenter un petit peu les objectifs de ce travail Agrimonterra, donc et comment ça a été construit. Ensuite, je vais vous présenter les hypothèses d'urbanisation et de relations ville-campagne qu'on a construites dans Agrimonterra, donc qui sont des hypothèses globales d'évolution des relations ville-campagne. Et ensuite, je vais vous présenter les régimes alimentaires, les hypothèses qu'on a faites sur les régimes alimentaires et les évolutions des régimes alimentaires. Et puis, comment finalement, à travers les scénarios, on a connecté, on a relié, on a articulé ces transformations d'urbanisation, des relations ville-campagne et les transformations des régimes alimentaires. Donc ça donne une idée d'un type de cohérence qu'on peut construire entre ces différents domaines. Donc la prospective Agrimonterra, alors c'est une prospective qui est les deux prospectives. Alors elle fait suite à une prospective Agrimonde qui était une prospective sur la sécurité alimentaire globale en 2050, en fait qui visait essentiellement à montrer à l'échelle globale en gros la faisabilité d'un scénario d'agroécologie par rapport à un scénario tendanciel et à chiffrer cette faisabilité. Et la prospective Agrimonterra, qui est plus centrée sur l'usage des terres et la sécurité alimentaire, c'est une prospective à vocation plus exploratoire, c'est-à-dire qu'on a regardé un plus grand nombre de scénarios, on a essayé de tracer l'éventail des futurs possibles de ces questions de sécurité alimentaire, d'usage des terres à l'échelle globale, compte tenu des transformations qui étaient en cours très fortes sur les régimes alimentaires, l'impact du changement climatique, l'urbanisation et de nouvelles questions qui se posaient autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, les deux exercices sont des exercices menés par l'INRA et le CIRAD. Donc c'est la spécificité de ces exercices. Et la prospective Agrimonterra a combiné deux types d'approches. Une approche de méthode des scénarios, qui est une approche qui en fait correspond à l'école française de prospective. Et puis une approche de simulation numérique qui est faite avec un modèle Globagri Agrimonterra sur 14 régions du monde, qui est un modèle de bilan de biomasse où il n'y a pas de prix, donc qui a un peu un modèle spécifique dans le paysage de la modélisation globale internationale. Alors, pour comprendre pourquoi il y a ces exercices, en fait, il faut avoir en tête le débat, la manière dont est structuré le débat international aujourd'hui sur la sécurité alimentaire par des grands exercices qui sont menés par la FAO, par l'IFPRI, par la Banque mondiale, et qui sont appuyés sur des modèles d'équilibre général. Et donc, l'idée des deux exercices Agrimonde, finalement, c'est de décaler un petit peu les manières de construire ces exercices sur la sécurité alimentaire globale, d'explorer d'autres ruptures qui ne sont pas, finalement, qu'on ne peut pas explorer avec ces modèles d'équilibre général qui sont basés sur les prix. Alors, on pourra y revenir si ça vous intéresse après. Donc les objectifs d'Agrimonterra de ce travail, c'est d'éclairer le débat et la décision publique sur le futur des usages des terres et de la sécurité alimentaire avec 3 types d'outils. Le premier, c'est une analyse rétrospective des grands déterminants des usages des terres à l'échelle globale et de la sécurité alimentaire. Donc je vais vous détailler un petit peu de quoi il est question. Ensuite, c'est les 5 scénarios qui ont été produits.
donc sous forme de récits, par une construction à travers des tableaux morphologiques. Donc ça, je vais aussi le présenter par la suite, donc vous verrez un petit peu mieux ce que c'est. Et puis grâce à des simulations réalisées à travers le modèle GlobeAgri. Donc modèle GlobeAgri, donc, qui est un modèle de bilan ressources utilisation de biomasse, je l'ai déjà dit, et qui est aussi une plateforme de données qui a été créée à partir des données de la FAO qui ont été retravaillées pour avoir des équilibres entre ressources et utilisation. Et donc ce modèle existe sur 14 régions du monde. Alors les déterminants des scénarios des usages des terres de la sécurité alimentaire, en gros là c'est les grands domaines qu'on a explorés avant de construire nos scénarios, sur lesquels on a fait des analyses rétrospectives et ensuite sur lesquels on a regardé quelles étaient les tendances d'évolution, les signaux faibles qu'on pouvait détecter, les ruptures possibles. Donc c'est le contexte démographique, économique et géopolitique, le changement climatique, son impact sur le rendement, son impact sur les terres cultivables, et puis aussi la biomasse qui pourrait être mobilisée pour la production d'énergie dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Les régimes alimentaires qui sont qualifiés et quantifiés à travers leur niveau calorique et leur composition. Donc on a des éléments d'information sur la composition des régimes dans les différents scénarios. L'urbanisation, les dynamiques, les processus d'urbanisation et les relations rurales-urbains. Les structures de production agricole et puis bon, tout ce qui concerne finalement le système agricole, les systèmes de culture, les pratiques agricoles, les rendements végétaux et les systèmes d'élevage qui sont définis à travers l'efficience animale et l'alimentation animale qui est nécessaire. Donc voilà un petit peu les grands facteurs qui sont pris en compte. Alors pour chacun de ces grands drivers, en fait, on a construit une analyse rétrospective que je ne détaillerai pas sur chacun des déterminants aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long, mais c'est disponible dans le livre qu'on a édité. Par contre, je vais vous présenter plus particulièrement ce qui concerne les relations rurales-urbaines, pour lesquelles on a construit différentes hypothèses d'évolution. Donc là, sur le tableau, vous avez dans la première colonne les drivers et en ligne les hypothèses d'évolution qu'on a construites pour chacun de ces drivers. Alors, cette construction des hypothèses d'évolution, elle s'est faite à travers des ateliers collectifs spécifiques qui ont eu lieu dans le cadre d'Agrimonterra, qui ont rassemblé des chercheurs de l'INRA, des chercheurs du CIRAD, des chercheurs internationaux. Et alors, ça a été le cas pour donc, la construction des hypothèses des relations rurales-urbaines. Bon, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont dans la salle qui ont participé à ce workshop. Donc, à travers ce workshop, on a regardé quels étaient les processus d'urbanisation à l'échelle globale, quelles étaient les dynamiques des relations rurales-urbaines. On a fait tout un travail de revue bibliographique. Et puis ensuite, on a aussi analysé qu'est-ce qu'on pouvait envisager comme hypothèse d'évolution et comme de ces relations à l'horizon 2050. Alors, donc je vais vous présenter maintenant des éléments rétrospectifs qui ont servi à fonder nos hypothèses d'évolution sur les relations rurales-urbaines. Alors la première, elle est très générale. Alors ça recoupe peut-être des présentations que vous avez eues en début de semaine ou pendant l'école chercheur. Donc la première, c'est le fait qu'il y a une pluralité de processus d'urbanisation. L'élément sur lequel on a commencé par insister, c'est la forte croissance des mégavilles, c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants, qui, ici on le voit, faisaient à peu près 3% de la population en 1970, et font aujourd'hui à peu près, à l'échelle globale, 10% de la population mondiale. Mais là où l'évolution est très spectaculaire, c'est dans les pays en développement, où on est passé de 0 à 10%. Donc il y a une croissance très rapide de ces mégavilles qui correspond finalement à un développement économique global qui aussi a des formes spatiales spécifiques et qui se concentre plus dans les pays du Sud. Mais parallèlement, si on regarde un petit peu les tableaux, on a eu aussi un très fort développement des villes de plus de 1 million d'habitants,
Donc il y a un processus d'urbanisation qui reste quand même assez divers et qui est souvent perçu uniquement à l'aune de ces très grandes villes, mais qui ne concerne pas seulement que ces grandes villes. Bon, je vais y revenir. Il y a un deuxième point, c'est quand on pense le développement urbain, on pense souvent à un développement concentrique, un étalement urbain parfaitement concentrique autour du centre urbain. Donc c'est le cas ici, par exemple, du développement métropolitain de Moscou, où on a quand même un développement qui reste très concentrique. Après, les nouvelles agglomérations, les nouvelles zones métropolitaines qui arrivent aujourd'hui, qui se développent aujourd'hui, c'est souvent des zones métropolitaines qui sont plus en réseau, qui connectent, qui sont multipolaires, qui connectent différents centres urbains, et du coup qui génèrent des très fortes imbrications entre des espaces de polarité urbains très denses et des espaces qui peuvent être des espaces agricoles ou naturels. Donc c'est le cas aussi de l'agglomération qui va de Milan à Vérone. Alors si on regarde maintenant une autre situation en Afrique de l'Ouest, donc le premier travail était issu des travaux de François Moriconi-Ebrard et Africapolis l'est également. Là on voit un développement très important des petites villes, d'un tissu urbain de petites villes. Alors la petite ville, c'est villes finalement de moins de 1 million d'habitants. Et on voit entre la première carte qui est en 1960, où on a 300 agglomérations, et en 2010, 1940 agglomérations, on voit cette croissance, ce développement urbain où il n'y a pas une très très forte polarisation, mais par contre il y a un très grand tissu de petites villes qui émergent, donc ce qui illustre cette diversité de modes d'urbanisation. Et qui finalement transforme aussi les relations entre les espaces urbains et les espaces ruraux. Alors, donc, je vous ai présenté ces dynamiques d'urbanisation. Après, on a des dynamiques contraires ou des dynamiques qui questionnent cette urbanisation croissante. Alors, le premier, c'est des phénomènes de déurbanisation qui ont été repérés dans certains pays d'Afrique subsaharienne entre 2001 et 2010. Alors ici, l'urbanisation, c'est défini par le ratio de la population urbaine sur la population totale. C'est-à-dire que là, dans ces pays où il y a une forme de déurbanisation, la croissance dans la population totale a été supérieure à la croissance dans la population urbaine. Donc ça ne veut pas dire que ces États ont perdu de la population urbaine. Donc c'est important à préciser. Donc il peut y avoir des ralentissements des processus d'urbanisation. Et puis il y a aussi des phénomènes de décroissance des villes, de villes qui rétrécissent, qui ont été observés en OCDE, aux États-Unis et dans les anciens pays de l'Union, de l'URSS. Et là, il y a les travaux d'Audirac qui ont montré qu'il y avait 30 villes parmi les 400 villes de plus d'1 million d'habitants dont la population n'avait pas augmenté ou s'était réduite. Donc ça, c'est un peu des signaux faibles de dynamique contraire. Maintenant, si on regarde comment l'urbanisation, elle affecte à la fois l'alimentation, les régimes alimentaires et les chaînes de valeur. Donc l'urbanisation, la première remarque, c'est que la transition nutritionnelle, elle commence dans les villes parce que l'urbanisation, finalement, elle accompagne le changement social, elle accompagne aussi des dynamiques économiques et qui stimulent et qui développent la transition nutritionnelle. Donc en fait, quand il y a des migrations vers les villes, en fait, il y a un changement assez radical de l'environnement alimentaire. Par l'accès à de la nourriture qui est dans des supermarchés, mais aussi de la nourriture qui est peut-être plus transformée. Mais il y a aussi un accès à des aliments plus diversifiés. Et aussi, il y a un environnement qui est plus marqué par la publicité, le marketing pour des produits alimentaires et les sodas, par exemple. Il y a aussi des styles de vie qui se transforment radicalement avec l'urbanisation. C'est-à-dire les gens sont plus mobiles, souvent il y a une croissance des revenus, donc il y a des dépenses alimentaires qui peuvent être plus fortes, donc ce qui fait qu'il y a par exemple une consommation accrue de produits animaux.
Et puis, il y a des changements sociaux, par exemple la participation des femmes au marché du travail qui transforment les modes de consommation et les modes d'alimentation à l'intérieur des ménages. Donc cette urbanisation, ces styles de vie urbains, ils sont aussi marqués par des repas pris hors domicile, par la consommation de plats préparés et par des plus faibles niveaux d'activité physique. Donc on a des changements dans la consommation alimentaire qui vont vraiment avec les dynamiques d'urbanisation. Et alors ces changements, mais ils ont quand même des impacts potentiellement souvent négatifs en fait, sur le développement de maladies liées à l'alimentation, l'obésité, le surpoids et puis toutes les maladies qui peuvent être liées. Alors comment l'urbanisation transforme aussi les chaînes d'approvisionnement qui lient les zones rurales aux zones urbaines? C'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources finalement pour répondre à la demande alimentaire urbaine. Donc il y a une manière dont, à travers le marché, finalement, cette demande alimentaire est transmise à certaines zones rurales spécifiques qui sont reliées aux zones urbaines par des chaînes d'approvisionnement. Alors, en proximité, ça peut être un allongement des chaînes d'approvisionnement avec des connexions des villes aux marchés internationaux pour des produits spécifiques. Alors, c'est par exemple le marché des céréales à l'échelle mondiale ou qui est très développé. Mais c'est aussi en proximité le développement d'un secteur agricole à proximité des villes où va se développer une agriculture commerciale avec de l'agriculture urbaine qui, par exemple, va produire des produits frais pour l'alimentation urbaine ou des produits à haute valeur ajoutée. Mais c'est aussi, avec cette urbanisation, une transformation des chaînes d'approvisionnement avec beaucoup d'investissements dans du stockage, de la transformation, du transport, de la logistique. Et puis dans cette transformation ou dans ces évolutions liées à l'urbanisation, il y a différents types de villes. Au-delà des métropoles, il y a aussi des villes intermédiaires, des villes secondaires, qui peuvent avoir un rôle de collecte de produits et de transformation des produits et finalement d'intermédiaire avec les grandes villes pour les produits agricoles. Et puis des tendances qu'on observe actuellement qui sont liées à la transformation de ces chaînes de valeur, c'est qu'il y a une désintermédiation des chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs des chaînes de valeur qui sont en train de disparaître, soit parce que finalement il y a des nouveaux outils qui permettent de relier la production et la consommation. Et donc, par exemple, des distributeurs peuvent prendre contact directement avec des producteurs. Et puis on a un développement des marchés alimentaires ruraux, ce qui fait que dans les pays du Sud, quand on pense à la question alimentaire, il faut aussi intégrer le fait que finalement, aujourd'hui, cette consommation alimentaire, elle est fortement monétarisée et qu'il y a une croissance des acheteurs nets d'aliments. Donc maintenant, je vais pas présenter toutes les transformations des dynamiques rurales. Alors, dans l'économie des espaces ruraux, l'agriculture et l'emploi agricole restent un déterminant très fort de l'emploi à l'échelle mondiale. Mais il y a des éléments un petit peu nouveaux d'évolution des dynamiques rurales qui ont des effets importants sur les ménages et sur l'alimentation. Alors ces éléments, c'est finalement une diversification de l'emploi rural non agricole qui est très visible en Amérique latine et un petit peu moins en Asie, mais qui est très présent en Asie. C'est-à-dire en fait le fait que les ménages ruraux deviennent multi-actifs, deviennent pluriactifs et ont également des revenus qui viennent d'autres secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, le transport, la transformation des produits ou la construction. Donc il y a des revenus des ménages qui se diversifient et donc il y a des complémentarités finalement entre les types d'emplois qui se gèrent à l'échelle des ménages. Et qui aussi organisent, ces complémentarités, elles sont en fait liées à des mobilités entre ville et campagne sur lesquelles je vais revenir,
Et ces mobilités, elles génèrent des flux alimentaires au sein des ménages. Alors, voilà, la question des mobilités, je propose de l'illustrer, des mobilités rurales, je l'illustre à travers un travail de Jonathan Rigg, qui est sur la Thaïlande et qui montre sur un village rural thaïlandais finalement comment les sources de revenus se sont diversifiées entre 81 et 2002. Et où on voit en fait la croissance de revenus, donc dans la dernière colonne, la croissance des revenus qui sont pas liés au village et en fait qui sont liés à des transferts de revenus extérieurs au village, en fait qui sont liés au fait que des gens vont temporairement travailler dans des villes ou dans d'autres zones rurales et reviennent dans le village régulièrement et donc utilisent les revenus qu'ils ont générés ailleurs pour le développement et pour l'alimentation du ménage. Alors, à partir de ces réflexions, on a construit quatre grandes hypothèses d'évolution des relations rurales-urbaines. Donc, la première hypothèse, donc je ne vais pas détailler ce tableau qui est un petit peu compliqué à comprendre. La première hypothèse que vous avez en haut, c'est l'émergence de méga-régions, de grandes régions métropolitaines, donc qui correspond à l'une des tendances qu'on a identifiées. Et finalement, on a travaillé un exemple de cette région sur Jakarta, en Indonésie, où en fait il y avait se développer une grande région métropolitaine avec un tissu un petit peu maillé, avec une présence de l'agriculture urbaine au sein de cette région métropolitaine qui reste importante, mais aussi avec des fortes déconnexions entre la zone métropolitaine et l'aire métropolitaine et les espaces ruraux périphériques. La deuxième hypothèse qu'on a construite, c'est finalement, et si on avait cette généralisation de cette mobilité des ménages, une mobilité entre des zones urbaines et des zones rurales, des mobilités temporaires, avec un développement de ménages qui sont plus réactifs, multilocalisés, et donc un type de développement rural assez radicalement différent. Alors la troisième hypothèse, c'est donc on a pour travailler cet exemple, on a utilisé les études de Jonathan Rigg que je viens de citer sur la Thaïlande. Et puis une troisième hypothèse, ça a été de réfléchir à est-ce que finalement on ne pourrait pas avoir des modes d'intégration plus forts entre les zones rurales et les réseaux urbains à travers les chaînes de valeur. Et on a travaillé cet exemple à travers la ville de Bobo Dioulasso et sa région et la manière dont elle a construit des relations fortes avec ces régions. Donc c'est notamment les travaux d'Ophélie Robineau qu'on a utilisés. Et puis également des travaux, on a appliqué ce scénario à la Toscane où finalement on a bien ce réseau de villes et une forte imbrication de l'agriculture, de l'espace rural, des produits de qualité dans ce territoire toscan. Et un scénario, on a développé une hypothèse plus de rupture, de contre-urbanisation, c'est-à-dire d'arrêt pour des motifs économiques finalement de l'urbanisation et de redéveloppement en population des espaces ruraux dans des situations quand même qui sont des situations de crise. Donc je vais vous présenter maintenant les scénarios de régime alimentaire. Donc on a construit aussi sur une analyse rétrospective dans le cadre d'Agrimentera 4 scénarios sur les régimes alimentaires qui tiennent compte du fait qu'aujourd'hui, pour penser les régimes alimentaires, il faut penser leur impact notamment sur la santé et le fait qu'ils sont en train de subir de connaître des transformations radicales à l'échelle mondiale et qui ont des impacts forts sur la santé. Donc on a construit en fait deux grandes hypothèses de régime alimentaire qui sont plutôt des hypothèses de transition et 2 hypothèses qui sont des hypothèses de rupture. La première hypothèse, c'est qu'on aurait des transitions des régimes alimentaires vers des régimes qui seraient basés sur des huiles végétales, du sucre, des huiles raffinées et des viandes transformées, ce qui correspond en fait à une tendance qui est liée au développement de chaînes de valeur globalisées, à l'implantation de firmes transnationales dans les pays en développement qui transforment radicalement les modes d'alimentation.
et qui peuvent, du coup, cette transformation des modes d'alimentation peut générer des impacts forts sur la santé. La deuxième hypothèse, c'est une hypothèse beaucoup plus classique, disons, d'évolution. C'est-à-dire qu'on a une transition vers des régimes qui sont basés sur des produits animaux. Et donc là, on a en gros des formes de substitution de l'alimentation qui est plutôt basée traditionnellement sur des céréales par une consommation accrue de produits animaux. Alors c'est beaucoup lié à des styles alimentaires urbains, avec la consommation hors domicile, les plats préparés. Et c'est des choses, par exemple, qu'on observe dans les méga-villes chinoises. Dans les très grandes villes chinoises, on observe des consommations très élevées de produits animaux. Donc les deux hypothèses de rupture qu'on a faites, la première, elle est basée sur l'idée qu'on pourra avoir des systèmes alimentaires régionalisés, s'appuyant sur les cultures alimentaires régionales, des traditions culinaires. Donc que finalement cette tendance irait à l'encontre de la convergence des régimes alimentaires vers des régimes vers la consommation accrue de produits transformés qui était caractéristique de la première hypothèse. Et puis la dernière hypothèse, qui est une hypothèse de rupture par rapport aux impacts négatifs de la première tendance de transition nutritionnelle, impact négatif sur la santé principalement, c'est des régimes sains qui seraient basés sur une diversification des aliments, donc une consommation accrue de légumineuses, de fruits et légumes, de légumes secs, de céréales secondaires. Alors il faut voir que le premier scénario vraiment est basé sur des grandes céréales qui sont commercialisées à l'échelle globale. Donc c'est une réorientation très forte des régimes alimentaires qui ne peut pas se produire toute seule, mais qui serait là le fait de politiques nutritionnelles très importantes et d'une transformation aussi des chaînes d'approvisionnement et de la transformation des produits alimentaires qui permettent de répondre à ces nouveaux objectifs. Donc on a quantifié ces 4 scénarios. Bon, alors, du coup, on verrait, là, vous avez la situation initiale à l'échelle globale dans la première barre, et ensuite la quantification qu'on a faite. On a quantifié ça pour les différentes régions. Donc maintenant, comment on a articulé finalement ces questions dans les scénarios agréments de terrain. Alors les scénarios agréments de terrain, on les a construits en faisant des combinaisons sur le tableau initial que je vous ai présenté, où on retrouve ici de manière horizontale les hypothèses que je vous ai présentées sur les régimes alimentaires et sur les relations rural-urbain. Donc on a construit 5 scénarios de la même façon, donc métropolisation, régionalisation, ménage, régime sain et communauté. Alors, je vais maintenant décrire ces 5 scénarios. Donc, on a un premier scénario de métropolisation où on est dans un monde très inégalitaire, marqué par une globalisation des marchés, et un commerce international et des échanges qui sont centrés autour et qui sont liés à la connexion internationale entre des grandes métropoles. Donc ces métropoles qui sont quand même en décrochage avec leurs zones rurales éloignées, une transformation des régimes alimentaires fortes, donc une globalisation des chaînes de valeur alimentaires, un développement de la consommation de produits transformés, donc avec des impacts aussi sur la santé. Un deuxième scénario de régionalisation, où là on est plus sur des systèmes alimentaires régionaux, avec l'idée qu'on a une organisation, une gouvernance qui se joue et qui est importante dans ce scénario à l'échelle de blocs régionaux supranationaux, et puis à l'échelle des territoires, on a une forte connexion entre des villes moyennes et des espaces ruraux. On a une volonté d'affirmer une souveraineté alimentaire à l'échelle de ces régions. Et donc, on a un alignement entre production, transformation et régimes alimentaires régionaux qui permet de limiter cette convergence des régimes qui était caractéristique du premier scénario. Ensuite, on a un scénario ménage multi-actif et mobile, finalement, qui reprend les hypothèses de ce scénario de ménage plus réactif que je vous ai présenté tout à l'heure, où à l'échelle globale, on a imaginé une globalisation des réseaux d'acteurs, une très forte globalisation économique, mais qui ne passe plus finalement par les États, avec une forte présence d'acteurs non gouvernementaux,
des mobilités rural-urbain qui s'intensifient, des formes de désintermédiation des chaînes de valeur, et donc comment un monde qui est quand même assez nouveau par rapport à ce qu'on pensait auparavant. Ensuite, on a un scénario qui est un scénario de rupture, régime sain, qui insiste sur la qualité alimentaire et la nutrition saine, qui est basé sur de la coopération globale, à la fois pour la santé et pour la lutte contre le changement climatique, une forte intégration rural-urbain, donc un effacement en gros des différences entre zones rurales et zones urbaines, une transformation des régimes alimentaires donc vers des régimes plus sains. Donc voilà. Et le dernier scénario, communauté, donc qu'on appelait communauté rurale dans un monde fragmenté. Ce qui est déterminant dans ce scénario, c'est les crises. On a fait l'hypothèse de crises multiples qui pourraient advenir, donc crise environnementale, crise économique, crise financière, qui pourraient se surajouter et conduire finalement à une recherche d'autonomie alimentaire à l'échelle de communautés qui géreraient les communs et qui développeraient par exemple des systèmes en agroécologie permettant une certaine sécurité alimentaire à des échelles locales. Mais dans d'autres régions, on serait dans des phénomènes de déconcentration urbaine, comme je vous ai décrit précédemment, et ça aurait un impact sur la croissance de la population rurale, et donc un phénomène de surintensification et d'insécurité alimentaire dans ces zones rurales. Alors maintenant, si je vais récapituler et puis je vais m'arrêter là dans ma présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de l'articulation entre ville, système et régime alimentaire dans ces 5 scénarios? Alors on voit un premier scénario où on a une métropolisation et une globalisation des chaînes de valeur. Donc les deux sont liés puisque cette métropolisation est quand même complètement liée aux dynamiques économiques globales. On a en même temps une urbanisation forte des styles de vie. Du fait de la métropolisation, on a des métropoles, des aires métropolitaines qui sont déconnectées spatialement de leurs hinterlands et qui sont par contre connectées à des aires de production qui peuvent être très éloignées dans l'espace et qui sont très spécialisées. Et puis on a une importance de la transformation des produits. On a un deuxième scénario de régionalisation où là on insiste plus sur le rôle d'intermédiation des villes secondaires qui vont collecter, transformer et réexpédier finalement les produits dans les zones rurales et donc permettre aux zones rurales et aux agriculteurs dans les zones rurales d'avoir certains débouchés pour leurs activités. Et toute cette articulation, finalement, va avec une régionalisation des régimes alimentaires qui est quand même une volonté politique forte affirmée dans le scénario. Et donc, je vais finir sur ces 3 derniers scénarios. Donc, le scénario ménage et mobilité rural-urbain, en fait, c'est un scénario où les acteurs ruraux, notamment, ils essaient de pallier à la séparation et à la déconnexion des grandes villes et des grandes métropoles et des campagnes par leur mobilité, en allant vers l'emploi là où il est, et puis en bougeant entre les différents lieux. Donc, il y a quand même une grande mixité, là, une homogénéisation des modes de vie et donc des régimes alimentaires qui a lieu dans ce scénario. Dans le scénario régime sain, on insiste plus sur le fait qu'on a des systèmes intégrés entre espace rural et espace urbain. Et on a une coexistence de différents systèmes d'approvisionnement qui mêlent le proche et le lointain, et qui sont tous fondés sur le fait qu'on a des régulations fortes du marché et du marché des produits alimentaires par la qualité nutritionnelle des produits, qui permet d'aller vers des régimes sains et par des politiques publiques fortes. Et puis le dernier scénario, finalement, où on a là une juxtaposition de systèmes alimentaires très localisés qui sont sous tension quand même des incertitudes climatiques notamment, et des villes qui restent dépendantes de marchés lointains ou de leur production proche. Donc on va plutôt vers des régimes régionalisés, mais qui sont sous forte tension du fait des difficultés économiques et environnementales liées au scénario. Donc voilà ce que j'avais globalement à vous présenter. On peut revenir, si vous le souhaitez, sur les scénarios ou sur différents aspects. Donc l'ensemble du travail est disponible, accessible en ligne sur le site de Quae. Donc c'est un livre directement accessible et vous pouvez consulter si vous le souhaitez, approfondir ou développer certains aspects. Je vous remercie.
Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai pas tellement entendu parler des crises migratoires et de leur impact en fait sur les scénarios, ou comment vous avez pris ça en compte dans l'élaboration des scénarios. Alors la question je pense qu'il faut prendre la question sous l'angle des migrations en général et des dynamiques des processus d'urbanisation. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de processus d'urbanisation. On a longtemps vu l'urbanisation comme étant un processus de migration des espaces ruraux vers les espaces urbains. Mais dans les dynamiques actuelles de développement, notamment des très grandes villes, le solde naturel, c'est-à-dire la natalité dans les espaces urbains, dans les grands espaces métropolitains, est un facteur moteur en fait des évolutions. Donc bon, voilà, c'est peut-être un premier élément. Donc la question démographique et la question des migrations est vraiment quand même au centre de toute la réflexion sur les hypothèses sur les relations rurales-urbaines. Après les migrations, on ne parle pas des migrations transnationales. Par contre, on parle des migrations internes qui peuvent avoir lieu au sein d'un pays, avec par exemple une concentration, une hypertrophie des très grandes villes dans certains pays, ou alors des polarisations multiples, c'est-à-dire un développement par des migrations de bouts ruraux qui deviennent par exemple des centres urbains un peu plus importants. Donc il y a quand même une diversité de processus. Et puis on a une hypothèse de rupture qui est la dernière hypothèse de déconcentration urbaine, qui consiste à dire finalement face à une situation de crise dans les zones urbaines, de crise très forte, il y aurait un repli des populations sur des zones rurales ou sur des zones périphériques du fait de l'engorgement des villes. Alors qui sont des choses qu'on observe dans des pays qui connaissent des très fortes crises, comme par exemple l'Afghanistan. Donc on a appréhendé sous ces différentes formes les migrations. Et après, le dernier aspect qu'on a essayé de traiter, c'est de dire ces migrations des personnes de l'espace rural qui vont vers les villes, elles peuvent être aussi circulaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir vers les campagnes et avoir passer par exemple 3 mois ou 4 mois dans une zone urbaine et pour accéder à un certain type d'activité, puis revenir dans l'espace rural, donc en transférant des revenus, et puis ces revenus participant aux revenus du ménage, mais aussi pouvant participer à une transformation des systèmes agricoles. Oui, c'est par rapport aux 5 scénarios. Je ne sais pas si vous pourrez revenir sur la diapo où vous présentiez les 5 scénarios. C'est par rapport au CC, c'est le changement climatique, c'est ça? Et en fait, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en voyant le tableau, que vous considérez le changement climatique comme une conséquence du type de scénario adopté, alors que moi, j'aurais plus compris qu'à la rigueur, il fallait prendre le changement climatique comme quelque chose qui de toute façon est en train d'arriver, et c'est pas forcément le système agroalimentaire qui va déterminer l'ampleur du changement climatique. Enfin, je sais pas trop comment vous avez traité cette articulation. Oui. Oui. Donc, j'ai pas trop parlé de ces questions parce que c'était pas au centre de la présentation. Alors, j'ai plus l'image là. Oui, pardon. Ouais, excusez-moi. Parce qu'il y en a même un dans les communautés où il n'y a même plus la variable changement climatique. En fait. Alors, tous les scénarios sont présentés de manière systématique sur toutes les variables. Donc là, vous avez le changement climatique. Il est présent dans tous les scénarios. Donc, dans le résumé que j'en fais, là, je ne vous ai pas parlé du changement climatique. Mais l'idée, par exemple, du premier scénario de métropolisation, c'est de dire on a un développement économique très fort. En gros, on est dans un système très libéral, assez peu régulé, où on n'a pas de prise en compte a priori des émissions.
Par contre, on essaie de traiter au fur et à mesure, par des moyens techniques, les impacts du changement climatique sur l'adaptation. Donc, ce qui correspond à peu près, si vous avez une idée des scénarios du GIEC de trajectoire socio-économique, qui correspond au 5e scénario de SSP5, de développement économique. Donc, c'est une ambiance, on a à chaque fois replacé le scénario dans une ambiance globale de développement. Et on a fait ça pour chaque scénario. Et pour le dernier scénario communauté, en fait, on se dit que finalement, il y a assez peu d'actions. Il va y avoir assez peu par exemple, d'actions pour provoquer ou engendrer une transition énergétique des systèmes énergétiques. Donc, il y aura beaucoup d'émissions qui seront liées aux énergies fossiles, puisqu'en fait, on est dans une situation de stress avec peu de moyens, peu d'investissements publics. Et donc, on l'a mis dans le cadre d'un changement climatique modéré. Donc, il y a quand même un impact fort du changement climatique, à la fois sur les terres cultivables et sur les rendements, et qui se surajoute à l'intensification et qui provoque, par exemple, des fortes dynamiques d'érosion. Et puis, je vais juste dire aussi un mot sur celui-là. Le scénario régime sain, c'est un scénario où on a fait l'hypothèse d'une forte coopération globale dans la lutte contre le changement climatique. Donc, les pays qui s'organisent pour mettre en place une transition énergétique et une sortie des énergies fossiles, dont la question de la biomasse fait partie pour la production d'énergie. Et donc, qui arrive, grâce à cette coopération globale, à mettre en place, à provoquer, à engendrer une certaine stabilisation du changement climatique. Donc, dans ce scénario, par exemple, on a assez peu d'impact du changement climatique sur nos rendements, par exemple. Donc, en fait, c'est quand même une hypothèse forte sur la cohérence du comportement des sociétés, quels que soient les secteurs. Oui, tout à fait, oui. Qui est lié, en fait, à la coopération globale, en fait, qu'on a lié à la coopération globale ou non. Oui, une question un peu dans le même esprit. On voit dans les scénarios, il y a beaucoup de notions sur la mobilité pour un scénario par exemple, ou bien aussi les connexions entre régions éloignées, donc ça veut dire transport, notamment de matières premières, de flux, etc. De quelle manière cette dimension transport par son côté énergie, coût de l'énergie, énergie fossile, nouvelle... ça reste quelque chose de... Alors, on a pris en compte la distance, en fait. On a pris en compte la distance par rapport au lieu d'approvisionnement et qui, par exemple, peut être très importante dans le premier scénario de métropolisation, où là, les zones portuaires, par exemple, ont une importance très forte pour l'approvisionnement des zones métropolitaines. Après, on n'a pas pris en compte les éléments de transformation technologique du transport, mais on voit que suivant les scénarios, on aura une question du transport et des échanges qui se joue à des échelles différentes. Dans le premier scénario, métropolisation, ça se joue finalement à l'échelle globale. Dans un scénario de régionalisation, ça va se jouer à l'échelle d'une grande région européenne ou de plusieurs États. Ici, dans un scénario communauté, ça va se jouer à une échelle très locale. Donc voilà, il y a différents types d'échelles et de périmètres qu'on a définis pour ces questions de transport qu'il faut relier aussi à la question de la transformation des produits et à la structuration des échanges, à la logique des échanges économiques dans chacun des scénarios. Oui, moi je voulais poser la question de savoir si la part d'autoconsommation, autoproduction, notamment des populations rurales, a été prise en compte, parce que si on fait l'hypothèse qu'une forte partie de la population rurale consomme les aliments qu'elle produit, s'il y a des flux migratoires, une urbanisation, est-ce que justement ça ne fait pas une pression encore plus importante sur les systèmes alimentaires, dans la mesure où il y a une part de production en moins qui est du coup pèse encore plus sur les systèmes alimentaires? Alors, cette question, c'est effectivement une des limites du scénario ménage, c'est que ces mobilités et ces connexions ville-campagne, elles engendrent aussi des flux des envois, par exemple, d'aliments ou vers des zones rurales vers les zones urbaines à travers les réseaux familiaux.
Et donc, il peut y avoir des problèmes de sécurité alimentaire en zone rurale du fait de ces envois d'aliments. Donc ça, c'est un premier élément de réponse qui sont effectivement déjà des dynamiques détectées. Après, on a eu des travaux, on a utilisé des travaux, et puis Cécilia Tacoli faisait partie du groupe d'experts de l'IIED, et elle insiste beaucoup sur le fait que finalement l'autoconsommation rurale est en réduction, et que de plus en plus les ruraux dans les pays en développement ont monétarisé et achètent leur alimentation, et c'est en train de s'homogénéiser avec les urbains. Donc c'est un élément assez fort, qui fait que, voilà, qui explique aussi les scénarios qu'on a construits. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'application de cette prospective? Je crois qu'il y avait un exercice qui avait été fait en Tunisie, il me semble, ou dans d'autres situations. Enfin, et voilà, montrer un peu l'usage en fait de cette prospective Agrimonterra dans différents contextes. Donc cette prospective, en fait, elle vise aussi à relancer, peut-être je vais revenir sur les objectifs de la prospective, qui vise un peu à relancer les débats sur la sécurité alimentaire mondiale, sur les conditions d'arriver à une sécurité alimentaire. Aussi les questions d'usage des terres, l'impact du développement de l'usage des terres, parce que je n'ai pas présenté, mais il y a un élément qui permet quand même de mieux comprendre ce travail, que je n'ai pas présenté parce que c'était pas forcément l'objet, mais c'est que cette prospective, elle vise aussi à entrer dans le débat sur l'usage des terres à l'échelle mondiale, et du coup l'impact des différents scénarios sur l'usage des terres, et donc savoir s'il faudra plus de terres agricoles, donc est-ce qu'il y aura, où c'est qu'on va prendre ces terres agricoles, donc est-ce qu'il y aura plus de déforestation, et quel sera l'impact de ces transformations donc sur les terres agricoles. Donc là vous avez par exemple, c'est un élément de résultat, c'est les 14 régions du monde, donc qui ont été, et vous avez la situation initiale en termes d'usage des terres de millions d'hectares sur la barre bleue, la première barre, et ensuite les scénarios qui ont été simulés à travers le modèle Agrimonterra. Et donc ce qu'on voit en fait, ce qu'on voit, c'est une très forte croissance dans le scénario métropolisation lié à la consommation de produits animaux, une très forte croissance des terres agricoles nécessaires pour répondre en fait à la demande alimentaire. Donc bon, ça c'est un élément qui est lié en fait au développement de l'élevage, et en particulier au développement de l'élevage de ruminants. Et puis à l'inverse, quand on regarde les scénarios, on a la plus faible utilisation en fait de terre se situe dans le cadre du scénario régime simple, parce que en fait, on a diminué assez fortement la consommation de produits animaux dans ce scénario. Et puis, oui, c'est principalement lié à l'évolution des produits animaux. Alors, un deuxième élément qui est important à regarder dans cette présentation sur les 14 régions, c'est que finalement, le Brésil, l'Argentine ou l'Europe, qui est ici, a des impacts assez faibles sur ces usages des terres, relativement faibles, des différents scénarios. Par contre, quand on passe aux régions d'Afrique subsaharienne, là, en fait, on voit qu'on a un quasi-doublement en Afrique de l'Ouest et surtout en Afrique de l'Est, centrale et du Sud, des usages des terres. Donc, quand on fait le bilan global des scénarios, cette question, elle pèse beaucoup. Alors, elle est liée ici, dans ces régions-là, elle est liée à l'augmentation de la population. Donc, en gros, il y aura plus d'1 milliard d'habitants à l'horizon de 2050 dans ces régions. Et elle est liée aussi à la transformation des régimes alimentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des régimes alimentaires très pauvres en produits animaux, très, très faibles, trop faibles en termes d'apport calorique. Et donc, si on veut arriver à des régimes sains ou à des régimes soutenables pour l'alimentation, il faut augmenter les surfaces, il faut un petit peu augmenter les produits animaux dans ces régions, il faut également augmenter les légumineuses. Donc, ce qui explique un petit peu ces effets sur les surfaces.
Alors je fais ce détour pour répondre à la question en disant, voilà, ces scénarios, ils visent à remettre l'accent sur des tensions qui vont exister dans quasiment tous les scénarios sur l'usage des terres à 2050, alors que jusque-là, la plupart des projections qui étaient réalisées par la FAO, par l'IFPRI ou par l'IASA, montraient en fait que finalement, il n'y avait pas une grosse tension sur les usages des terres à l'échelle globale. Et donc cette simulation montre des choses un peu inverses. Et puis, elle est aussi une manière de remettre l'accent sur le fait que derrière la sécurité alimentaire, il faut élargir les questions vers aussi la sécurité nutritionnelle et prendre en compte les impacts des régimes alimentaires et de leur transformation sur la santé. Pour aller dans la même direction, est-ce que les conséquences en matière de faim dans le monde ont été envisagées, discutées, ce qui veut probablement dire l'intégration du facteur inégalité de revenus? Alors cette question des inégalités, elle est amenée de manière qualitative dans les scénarios et dans le récit. Par exemple, la question des inégalités de revenus, elle est très forte dans le premier scénario de métropolisation. Mais elle est pas, et elle est aussi la question de la réduction des revenus est par exemple très forte dans le dernier scénario communauté du fait de la crise. Et puis la question d'une augmentation un peu plus importante des revenus, elle est aussi importante dans le scénario de mobilité des ménages. Voilà. Donc cette question, elle est prise en compte qualitativement dans les scénarios. Après, ce qui nous manque aujourd'hui, il faudrait qu'on refasse un travail de simulation sur l'impact des régimes alimentaires qu'on a construits, notamment sur les maladies liées à l'alimentation, pour essayer de comparer les différents scénarios. Et puis, sinon, comment par définition et par construction, nos hypothèses de régime alimentaire, il y en a certaines qui cherchent à répondre en fait, à l'alimentation et aux problèmes de sous-alimentation dans certaines régions. Par exemple, en Afrique subsaharienne, dans nos scénarios, on a systématiquement élevé à 2500 kilocalories l'apport nutritionnel journalier. Donc, il y a des choses qui sont données de manière normative par les scénarios. Il y a des choses qui resteraient à explorer, les impacts sur la santé à travers une modélisation plus poussée. La figure que vous exposez ici, elle est sur les accroissements d'exploitation des terres liés aux évolutions de population ou... Non, c'est les surfaces cultivées, les surfaces agricoles dans chaque région du monde. En 2010 et en 2050. En fait, ce qui m'étonnait, c'était la faible part de l'Inde et de la Chine, proportionnellement aux autres zones. Oui. Alors, en fait, pour la Chine, ça s'explique par le fait qu'à 2050, finalement, la population de la Chine va être quasiment stable. La Chine est en train de connaître un vieillissement de sa population très, très rapide, qui est lié, je pense, à sa politique de natalité. Et au développement économique rapide de la Chine qui fait que finalement les gens font moins d'enfants avec leurs revenus qui s'élèvent. Donc ce qui explique les résultats sur la Chine en fait, du fait en fait de l'intensification dont on fait une hypothèse d'intensification, d'accroissement des rendements et d'accroissement de l'efficience de l'élevage. Donc en fait finalement ils ont besoin de moins de terres en 2050 qu'aujourd'hui. Ceci dit, il y a des questions qui subsistent en Chine sur l'érosion des sols, enfin sur la stabilité des sols. Alors ils ont des politiques importantes de conservation des sols aujourd'hui, mais c'est des choses qui pourraient être discutées. En ce qui concerne l'Inde, l'Inde va connaître une croissance forte de sa population, à la fois urbaine et rurale d'ici 2050. Ce qui crée des situations très problématiques, par exemple de diminution de taille des exploitations de moins d'1 hectare ou de l'ordre de 1,5 hectare en Inde. Donc on a une réduction dynamique et permanente de la taille des exploitations qui aura des effets sur les systèmes et sur la sous-alimentation.
mais elle va avoir sa population, je crois, qui augmente en gros d'un tiers d'ici 2050, l'Inde. Donc ce qui explique que l'accroissement là, des terres, quand on regarde sur l'Inde, on voit un accroissement des terres disponibles, et puis là on voit le pic lié à des ruptures quand même très fortes dans les régimes alimentaires, qui sont une consommation accrue de produits animaux, ce qui n'est pas dans les traditions alimentaires indiennes aujourd'hui. Oui, moi j'avais une autre question concernant justement les autres prospectives qui laissaient entendre qu'il n'y aurait pas forcément besoin d'augmenter les surfaces cultivées de manière exponentielle. C'était le fait que s'il y avait une meilleure gestion du gaspillage alimentaire, on pouvait éviter d'étendre trop les surfaces cultivées. Et si effectivement il y a 30 à 50% selon les estimations d'aliments qui sont gaspillés, peut-être qu'effectivement il y a une réserve énorme d'économie en termes de surface agricole. Et je voulais savoir si ça avait été pris en compte dans ces scénarios. Réduction du gaspillage alimentaire, en fait. Bon, alors, on n'a pas réellement fait d'hypothèse sur ces questions. On a un peu travaillé ces questions, mais elles n'ont pas été complètement traitées, et surtout elles ne sont pas complètement présentes dans la simulation. En gros, moi j'avais retenu qu'il y a à peu près un tiers de pertes et gaspillages sur les produits alimentaires. Après, je pense qu'il y a des situations radicalement différentes entre les pays en développement et les pays développés. C'est-à-dire que les pertes ne se font pas au même moment de la chaîne. Donc il y a des pertes au champ qui peuvent être très fortes dans les pays en développement. Et là, par exemple, dans l'hypothèse dans le scénario régime sain, on a fait comme ça un scénario quand même où il y a une très forte une modernisation. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent mieux. Enfin, on a fait une hypothèse de réduction des pertes et des gaspillages dans ce scénario. Voilà. C'est un élément dans ce scénario-là, mais ça n'a pas été traité de manière systématique. Donc la dernière question. Ce n'est pas une question, c'est une observation. Quand je vois ce schéma, pour revenir au thème de l'école, système alimentaire et ville, je pense qu'il faut absolument qu'on regarde aussi ce qui se passe au-delà de l'Europe, quoi. Voilà.